En novembre 2024, je suis parti avec mon cofondateur David à San Francisco pendant une semaine pour découvrir l'écosystème product local. Et en fait, très vite, on a perçu tous les deux des différences assez énormes entre l'écosystème produit français et celui de la Silicon Valley. Et dans cette vidéo, je voulais te partager nos 10 constats sur la différence entre ces deux écosystèmes produits. J'interromps très rapidement la vidéo pour vous faire une petite annonce. Il y a quelques semaines, j'ai été invité par OpenAI pour leur keynote annuelle, donc je suis retourné à San Francisco. Je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour en faire un documentaire sur les usages de l'IA aux US. Je vous en dis pas plus, mais j'ai pu rencontrer et interviewer des profils hyper intéressants, comme l'équipe produit d'OpenAI par exemple. On est en train de finaliser le documentaire, il sera en ligne dans quelques semaines, donc si ça t'intéresse, abonne-toi pour qu'il apparaisse dans ton feed YouTube. À très vite. Alors déjà, un truc hyper intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup de chance pendant cette semaine. On a pu échanger à peu près avec une cinquantaine de fondateurs, CEO, PM, CPO. Et puis on a été également invité au Lenny Summit, qui n'est autre que le plus gros événement product au monde, organisé par le plus gros créateur de contenu product au monde, qui s'appelle Lenny Rachitsky. Pour info, sa newsletter à Lenny, elle compte plus d'1 million d'abonnés. Et donc, grâce à ça, il a un énorme réseau. Et pendant ce Lenny Summit, on a pu voir les conférences de CPO comme celui d'Anthropic, de Figma, d'OpenAI, ou même des gens comme Shreyas Doshi, que tu connais peut-être de nom. L'autre chance qu'on a eue, c'est qu'on est parti en même temps qu'une dizaine de fondateurs français qui venaient à San Francisco, pour certains pour la première fois, ou d'autres de manière assez régulière, pour faire des salons, prendre un gros coup de boost comme ce qu'on a reçu nous, ou alors tout simplement développer leur business. Et donc on a pu échanger tous nos constats et nos opinions avec eux, pas seulement sur des sujets product, aussi sur des sujets d'AI. Et tout ça a fait qu'on a pu mûrir nos observations, à la fois en faisant nos propres constats, mais également en échangeant avec d'autres personnes comme ces fondateurs français qui arrivent avec un biais qui est un petit peu similaire au nôtre. Le premier constat que je vais te livrer, c'est un constat que j'aurais pu faire avant de partir à San Francisco. Quand tu regardes des CEO de grosses boîtes aux US, tu t'aperçois que beaucoup d'entre elles, beaucoup de ces boîtes ont des CEO qui venaient du produit. Par exemple, si tu prends les CEO de Google, les CEO de YouTube ou de LinkedIn, tu aperçois que les trois étaient soit VP Product, soit CPO de ces boîtes respectivement avant de devenir CEO. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire que ça crée des vocations. En fait, le fait de devenir CEO, tu peux te dire que en fait, en venant du produit, tu as peut-être plus de chance et peut-être que les Américains s'en aperçoivent. Et l'autre truc que ça donne comme signal, c'est que CPO est plutôt un rôle qui est très complet d'un point de vue business. Pour devenir CEO, il faut être fort en business quand même. Et donc, c'est un premier point d'entrée qui nous a fait nous dire qu'il y avait une différence déjà avec la France. Alors notamment parce qu'on a beaucoup moins de grosses boîtes tech en France, notamment parce que l'écosystème produit est beaucoup plus jeune, mais c'est hyper intéressant de le percevoir comme ça, parce que je pense que dans tous les constats que je vais te donner après, tu vas voir, on va beaucoup parler de business, et ce constat numéro 1 là, moi je l'ai gardé en tête pendant tout mon séjour pour nourrir mes observations. Le constat numéro 2, on l'a fait dès le premier jour avec David, dès lors qu'on a commencé nos rendez-vous. Quand on parlait à des fondateurs de boîtes, on a eu beaucoup de fondateurs hommes, donc je vais parler de fondateurs, on a vu que ces fondateurs voyaient le produit et parlaient de produit comme un métier business et pas comme un métier tech. Et en fait, ça a fait un peu mouche chez nous parce qu'en France, quand on parle de produits à des founders de boîtes, que ce soit early stage ou later stage, on voit bien que quand ils parlent de leur équipe produit ou de leur PM, ils vont souvent les intégrer dans leur équipe tech. Ils vont souvent dire « mon PM, il est à telle place dans l'équipe tech ». Et en fait, ça paraît bateau, mais c'est hyper important. C'est vraiment d'ailleurs la plus grosse leçon, je pense, de ces jours, c'est que le rôle de product là-bas est une fonction business, point barre. Ce n'est pas une fonction tech. Ils ne sont pas là-bas, ils ne sont pas au service des ingénieurs. Et donc ça, c'est probablement un truc qui fait que le métier est différent parce que l'ADN du métier, la perception du rôle aux US est très différente de celle des PM en France. Et pour recouper ça, donc, troisième constat, quand on parlait à des CPO, qu'ils soient des CPO américains ou français, les CPO voient leur métier comme un métier business. Un exemple que j'ai, c'est une interaction que j'ai eue avec un rendez-vous que j'ai eu avec un CPO français qui a étudié aux US, fait toute sa carrière aux US. Il a fait des boîtes et des boîtes et des boîtes. Il a, je pense, un peu plus de la cinquantaine, donc c'est des CPO qui sont assez expérimentés. Et lui, en fait, ses 2 dernières expériences, l'objectif qu'il avait était le même, porter la boîte à l'IPO. Et donc ça, c'est l'objectif du CEO, c'est de porter la boîte à l'IPO. Et donc lui, son objectif, c'est de dire ok, comment je fais stratégiquement et d'un point de vue product pour la porter à l'IPO. Et en fait, quand tu parles à des CPO, à des PM en France, tu ne te retrouves pas du tout avec les mêmes objectifs ni les mêmes visions. Et ça, c'est un truc qui nous a vraiment marqué avec David, c'est que vraiment ce rôle n'est pas du tout vu pareil. Et les objectifs donnés à ce rôle en interne dans les boîtes n'est pas non plus le même. À nouveau, là, je parais faire un peu des généralités. Il y a un pourcentage de boîtes que je ne connais pas en France qui ressemble beaucoup à ce qui se fait aux US.
dans nos interactions avec les CPO, on le voit beaucoup. Néanmoins, il y a beaucoup de boîtes en France qui ne considèrent pas le métier de CPO, le métier de product comme un métier business et qui donc, de ce fait, ne donnent pas des objectifs similaires comme aller chercher l'IPO ou juste aller chercher la prochaine levée de fonds. Le quatrième constat que je peux te donner, c'est qu'en parlant avec plein de CPO, et là pour le coup on l'a fait énormément puisqu'on a eu ces 50 rendez-vous plus le Lenny Summit où on a pu échanger entre 2 conférences avec plein de product leaders, eh bien, beaucoup de ces gens, quand tu leur demandes un petit peu de parler de leur métier, ne parlent pas du tout de produit. Ils ne vont pas te parler de la fonctionnalité ou du produit lancé, ils vont beaucoup te parler de vision et d'objectifs. Ça, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est très culturel. C'est des gens qui savent communiquer mieux qu'en Europe, mieux qu'en France, mais même largement mieux. Et en fait, ça c'est pareil, on en revient à ce truc de, globalement, beaucoup voient leur rôle de product leader comme un rôle qui est là pour embarquer, pour mettre d'accord les gens, pour les convaincre, pour finalement arriver à leur fin qui est aller chercher leurs objectifs business. Et donc c'est pareil, ça paraît être un truc qui est très fin, qui est pas très important et en réalité ça l'est beaucoup. Le cinquième constat que je peux te faire, même s'il y a assez disparate dans les interactions qu'on a pu avoir, c'est que les PM et CPO ne parlent pas du tout de méthodo aux US. En France, on a eu vraiment ce virage, notamment pendant le Covid et un peu après, où dès qu'un bouquin sortait, on parlait du nouveau framework à la mode, comme si on voulait se cacher derrière des frameworks pour cacher le fait qu'on n'arrivait pas à faire notre job. J'exagère bien sûr, mais c'est vrai qu'ici, c'est assez prégnant qu'il y ait beaucoup d'articles, il y ait beaucoup de meet-up, beaucoup d'événements sur des frameworks particuliers, beaucoup de questions. Aux US, alors pourtant ce qui est marrant, c'est que c'est souvent eux qui produisent le contenu sur les frameworks, mais globalement quand tu parles à des opérationnels, ils t'en parlent jamais. On ne parle pas de framework d'orga, on parle pas de framework de conception produit, comme on peut le faire beaucoup en France. Et c'est pas que ça nous a marqué, c'est juste qu'on s'est dit à la fin de la semaine, c'est marrant, on n'a pas eu du tout de réponse ou de questions à ces sujets-là. On est resté beaucoup plus sur des sujets de vision, d'où on emmène la boîte, ou des sujets très très business. Et ça, je pense que notre interprétation avec David, c'est que globalement, peut-être que ces gens-là utilisent des frameworks, mais juste, ils évaluent le framework comme pas très important. En fait, ils vont prendre le framework, le tester, si ça marche, tant mieux, et puis bon, ils ont oublié le nom, et si ça marche pas, tant pis, et le framework ne marchait pas, c'est de la théorie. Ils sont beaucoup plus dans la pratique, en fait. Et donc, ça, c'était un point aussi qui nous a vraiment marqué, et c'était une grosse différence pour nous dans les discussions qu'on a eues. Le sixième constat que je peux faire, il est un petit peu lié au cinquième, c'est que la culture de l'itération est très forte aux US. On voit quand même que c'est des gens qui ont une approche qui est très pratique et pas très théorique, en tout cas moins théorique qu'en France. Alors que nous, il y a toujours un peu cette peur du risque, cette peur d'investir, etc. Eux, vraiment, tu sens qu'ils sont là pour lancer des choses en permanence. Et un truc que je peux dire là-dessus, un exemple que je peux donner, c'est que quand on était à San Francisco en novembre 2024, comme je te le disais en intro, on avait plein de fondeurs autour de nous français avec qui on échangeait de manière régulière. Il y en a certains avec qui on a fait un peu un wrap-up à la fin de la semaine et que j'ai revu ensuite en France. Et je leur ai demandé, par exemple, tu penses quoi de leur réflexion aux États-Unis sur l'IA? Et à l'époque, on était tous à peu près d'accord pour se dire que globalement, les réflexions, les questions posées par les fondeurs et les équipes produits sur l'utilisation de l'AI ou l'intégration de l'AI dans le produit étaient à peu près les mêmes qu'en France. On était au même stade de réflexion en fait. Ça, c'était assez rassurant. Et en fait, je me rappelle d'une interaction avec Aurélien, qui est le cofondateur et CPO de Strapi. Et Aurélien me dit 6 mois plus tard, donc il est retourné à San Francisco, je crois, en mars, avril, mai cette année, je ne sais pas exactement quand, mais il est retourné quelques mois plus tard. Il m'a dit, bon, ça y est, globalement, ils sont devant nous sur les AI. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des gens qui vont, quand ils découvrent quelque chose, jouer beaucoup expérimenter. Et en fait, ils n'ont pas peur de ça. Et donc, ils vont expérimenter. Et dans le quotidien, dans l'opérationnel produit, l'expérimentation rapide comme ça, c'est de l'itération rapide. Et ça, vraiment, on le voit vraiment beaucoup chez eux, beaucoup plus qu'en France. Le constat 7, c'est le fait que les développeurs sont moins perfectionnistes. Alors moi, je n'ai pas vu d'équipe de développeurs bosser directement. Je n'ai pas beaucoup interagi avec des équipes de dev à San Francisco. Par contre, dans nos interactions avec des product leaders et des founders, globalement, et notamment français, je pense notamment à une discussion avec un certain Paul Tessier que j'ai reçu sur le podcast, qui était l'ancien président de Superhuman, donc c'était un peu le DG, et qui vient de passer Chief Product Experience Officer chez Front. Et Paul disait que les développeurs américains étaient beaucoup moins perfectionnistes. C'est moins grave de lancer des choses qui sont un peu buggy tant qu'on peut prendre du retour derrière. En fait, ça c'est hyper intéressant aussi. Évidemment, ça va évoluer d'une boîte à l'autre. Mais ça, c'est une autre tendance, c'est une autre différence qu'on a vue entre les US et la France. Le 8e constat, il va être très proche du 7e. C'est que globalement, donc, de ce fait que les développeurs sont plus autonomes et plus à même de parler de business, et dans la conception produit, on va les retrouver un petit peu plus tôt dans le craft en fait. Et donc les PM, eux, vont pouvoir se concentrer sur du contact client davantage qu'en France par exemple.
tout simplement parce que les développeurs sont plus autonomes et plus curieux des sujets business. Je pense, mon guess là-dessus, c'est que les développeurs en moyenne dans les startups et scale-up US sont un peu plus expérimentés qu'en France. Et donc, comme ils sont à l'aise techniquement, ils sont beaucoup plus à même d'aller bosser sur le business. Ça peut être aussi une explication culturelle, tout simplement, hein, des gens qui, de base, s'intéressent plus au business. Je n'ai pas vraiment l'explication. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a entendu à plusieurs reprises auprès de profils français notamment. 9e constat, c'est que les PM français sont vus comme plus analytiques que les PM américains. Et ça, à nouveau, je l'ai eu de la part de CPO français qui bossent aux US depuis des années. Alors en fait, c'est dit comme ça, on se dit ouais, les PM français sont meilleurs. C'est peut-être le cas. Peut-être qu'ils sont techniquement et analytiquement meilleurs. Le gros problème, c'est que ces PM français, du coup, ils vont avoir une lacune par rapport aux Américains. La grosse lacune, ça va être la communication. C'est super si tu es fort techniquement, c'est super si tu sais arbitrer, c'est super si analytiquement tu construis quelque chose qui est viable. Le gros problème, c'est que si tout ça, tu ne sais pas le communiquer pour embarquer et convaincre, ça te pose problème. Et c'est vrai qu'aux US, ils sont vraiment plus forts que nous là-dessus. Et enfin, mon 10e et dernier constat, il est issu d'une conversation à nouveau avec ce fameux Paul Tessier. Je te conseille vivement mon épisode avec lui sur Clé de voûte qui date d'il y a à peu près 2 ans. Paul nous disait qu'il trouve les Américains plus à l'aise sur les outils de conception de produits. Alors quand je dis outils, ce n'est pas des outils type Figma ou autre, c'est plutôt les outils, les artefacts de conception, les roadmaps, etc. C'est des gens qui sont plus à l'aise, c'est plus commun pour eux de travailler sur ces outils. Il y a moins de remise en question que les Français dans leur boîte sur ces outils de conception produit. Voilà, maintenant que je t'ai fait un bon tour d'horizon des constats, des différences entre l'écosystème product US et l'écosystème product français, j'aimerais te donner quelques billes, quelques leviers pour que si ça t'a inspiré, tu puisses faire un petit peu plus ce que eux font aux États-Unis d'un point de vue produit. Déjà, je pense que le premier truc à faire, si tu veux pouvoir t'imprégner de leur manière de penser, leur état d'esprit et la façon dont ils font du produit aux US, il faut absolument que tu lises, que tu consommes régulièrement du contenu qui provient de là-bas. Alors, il y a ce biais que le contenu américain, il est souvent storytellé, mais il y a quand même du contenu de super qualité. Je pense que le premier truc que je peux te conseiller, ce sont toutes les ressources de Lenny Rachitsky, dont je t'ai parlé en début de vidéo, qui fait une newsletter, un podcast, mais également une communauté Slack. Et donc, d'ailleurs, la communauté Slack, ce serait mon deuxième point, mais la communauté Slack, c'est hyper important pour échanger avec des Américains et voir quels sont leurs enjeux. Je te recommande vivement de le faire. Pour revenir sur les ressources rapidement, les deuxièmes ressources, je pense, ce sont celles de Kyle Poyar qui sont vraiment bien. Je crois que c'est Growth Unhinged, ou Unhinged Growth, sa newsletter, que tu peux à laquelle tu peux subscribe. Elle est plutôt sur des sujets de monétisation, de growth, mais néanmoins, il y a quand même des sujets produits qui sont très proches de ça. Et après, toutes les newsletters de Elena Verna, pareil, plutôt growth, mais en vrai, c'est tellement proche du produit que je te conseille vraiment de regarder ce qu'elle fait. Elle est actuellement growth chez Lovable, elle était avant chez Dropbox. Bon, je t'ai dit, le deuxième point, c'est les communautés. Il y a celle de Lenny, on a peut-être d'autres que je ne connais pas, mais le fait de pouvoir parler à des dizaines de milliers d'Américains, de voir les enjeux des dizaines de milliers de boîtes, je pense que c'est un truc qui fait que tu te rapproches quand même de l'état d'esprit local, des challenges du moment que eux vivent et des questions qu'ils se posent, quoi. Ensuite, et ça c'est vraiment la voie royale, l'accélérateur, si tu peux aller aux US, en particulier à San Francisco, quelques jours, une semaine pour voir ce qui se passe, avoir des interactions, je te conseille vivement. Alors c'est sûr que c'est pas facile, ça coûte cher, écologiquement ça l'est aussi si tu es sensible à l'écologie, néanmoins c'est vraiment le meilleur accélérateur. Nous, en une semaine, on a pris vraiment un énorme coup de pied au cul. On s'est vraiment dit avec mon cofondateur que notre boîte Stellar allait prendre un tournant grâce à cette semaine-là. Et on a vraiment énormément mûri et challengé nos pensées sur l'écosystème produit. Bref, on a beaucoup grandi en très peu de temps. Et si tu ne peux pas aller aux US, ce que je comprendrais parfaitement, tu peux provoquer et essayer d'élargir ton réseau auprès de gens qui font du produit aux US. Alors tu vas te dire, mais peut-être qu'ils s'en foutent. C'est pas vrai. La réalité, c'est qu'il y a plein d'Américains qui sont quand même très curieux de ce qu'on fait en Europe. Et même si d'ailleurs l'Europe leur parle pas, tu n'es pas obligé de dire que tu es européen. Peut-être que tu peux juste dire salut, je travaille dans une fintech qui est pas loin de ce que tu fais. Est-ce que ça te dit qu'on ping-pong ensemble, qu'on se fasse un petit chat sur nos enjeux, etc. Ou alors je m'intéresse à un truc particulier. Ou alors j'ai écouté un podcast de toi et j'aimerais trop t'avoir. Et en fait, je pense que ça, c'est un exercice qui est vachement intéressant à faire. Ça prend un petit peu de temps, mais il est vraiment cool et ça va te permettre vraiment de t'imprégner presque comme si tu allais aux US directement pour vivre l'expérience locale. Et ensuite, si on sort un petit peu d'aller directement consommer le contenu américain, je pense qu'il y a des choses que tu peux appliquer dans ton quotidien pour penser un peu plus business, puisque c'est vraiment le gros learning de cette vidéo. Déjà, je pense que c'est hyper important que si tu es PM notamment, tu t'intéresses beaucoup plus au business de ta boîte. Business, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu comprennes parfaitement
tu saches vraiment tout ce qui se passe sur l'environnement concurrentiel, sur les enjeux de commercialisation du produit, sur peut-être, je sais pas, les réglementations, le marché, etc. Il y a beaucoup de PM qui font ce travail, mais j'en vois aussi beaucoup qui sont complètement à la rue sur ces sujets. Et je pense que ça, c'est un truc hyper important à faire parce que demain, dans tes interactions, ou si tu passes par des moments où il faut argumenter tes choix, eh ben, le fait de bien connaître toutes les nouveautés de ton écosystème, de bien connaître tous les tenants aboutissants de ton business, ça va vachement t'aider à convaincre les gens et à être crédible en fait quand tu prônes pour une solution par exemple. Ensuite, lié à ça, je pense que c'est hyper intéressant que tu connaisses parfaitement les métriques business et financières de ta boîte. Pour ça, il ne faut pas hésiter, d'une part à utiliser les IA qui se challengent bien maintenant, et ensuite tu peux aller tout simplement te faire des sessions avec les équipes commerciales, marketing, voire financières pour pouvoir t'améliorer là-dessus. À nouveau, ça paraît vraiment bénin, mais il y a plein de PM que j'ai vu ne pas les maîtriser du tout. Et je l'ai vu aussi également en entretien de recrutement. Il y a beaucoup de recruteurs, externes ou internes, qui trouvent certains PM très fragiles sur les sujets financiers et business, notamment les métriques. Ensuite, je pense que ce qui est hyper cool, c'est de pouvoir toujours penser ROI dans tout ce que tu fais. Si par exemple, là, tu es en train d'argumenter auprès de tes équipes pour te lancer sur un pari stratégique, peut-être penser ROI et se dire combien ça va coûter de bosser 3 semaines sur ça. Qu'est-ce que ça implique en ressources, tu vois? Et ça, c'est pareil, c'est un truc qui va vraiment t'aider à devenir super crédible auprès de toutes les autres équipes. Parce que si tu maîtrises bien ton marché, bien ton produit, bien ton activité, que tu connais toutes les métriques par cœur et que tu sais à peu près ce que ça vaut de prendre ce pari produit-là, globalement, tu es inarrêtable parce qu'en fait, ça veut dire que tu maîtrises ton sujet parfaitement. En plus d'être product et donc de bien connaître ton métier bien mieux que tout le monde, quoi. Et donc ça, le ROI, les métriques, de coûts comme de revenus, elles sont vraiment importantes à maîtriser en tant que product et on l'a beaucoup entendu d'ailleurs aux États-Unis, ce sujet-là. Pour finir sur une petite reco qui n'est pas très facile mais qui je pense est clé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les Américains semblent être un peu meilleurs en communication. Je pense que bosser sa communication et son storytelling, c'est clé. Il y a plein de ressources là-dessus, il y a des trucs plus ou moins bons. Lenny a fait quelques podcasts là-dessus que je te conseille vivement d'écouter. Néanmoins, je pense que c'est un truc qui est vraiment clé. Le fait de savoir, presque par nature, embarquer les gens, storyteller ce qu'on fait, ça a vraiment beaucoup de valeur et c'est un truc en France qui nous emmerde un peu, pour être honnête. Je ne sais pas pourquoi, c'est culturel. Néanmoins, je pense que tu peux te démarquer très facilement par rapport aux autres dès lors que tu commences un peu à le travailler parce qu'en France, il y a trop peu de gens qui sont forts en fait sur les sujets de communication et de storytelling. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les différences entre l'écosystème produit américain et français t'a plu. J'espère que ça nourrit des choses chez toi, des idées. Si tu as des questions ou s'il y a des pensées d'ailleurs, des choses que tu vois un petit peu différemment que moi, ce que j'ai pu en interpréter, n'hésite pas à laisser ça en commentaire. Et puis d'ici là, je te souhaite une belle fin de journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Salut, ciao!